Dans un monde où les décisions façonnent notre avenir, dans un pays riche d'espoir, de talent et d'ambition, une voix s'élève, un regard analyse, un fauteuil devient le centre du débat. Bienvenue dans Fauteuil rouge, présenté par Delphine Kassongo. Ici, les cadres, les directeurs généraux, les ministres, les députés et les grandes personnalités prennent place, non pas pour fuir les questions, mais pour y répondre. Dans un espace vert, symbole d'espoir et de renouveau, les idées s'affrontent, les vérités émergent, les responsabilités s'assument. Pour dire que la crise n'est pas politique. Si la crise était politique, effectivement, elle affecterait les cycles électoraux. Il y a des controverses à l'intérieur du pays, ça c'est un conflit interne, ça nous regarde nous, Congolais, mais aujourd'hui, dès lors qu'on est agressé par un pays étranger, il n'y a plus d'opposition. Politique, société, gouvernance, développement, un échange sans détour, une parole responsable, une vision constructive. La volonté du peuple, c'est quoi? C'est que Tshisekedi est chef de l'État, il a un mandat de 5 ans. Si vous voulez le contester, contestez-le, mais vous ne pouvez pas l'enlever de là. Il faut attendre 5 ans jusqu'à ce que le peuple dise bon, maintenant, compte tenu de, je veux dire, M. Tshisekedi, vous ne continuez plus. À suivre sur toutes les plateformes, Fauteuil rouge. Parce que le dialogue construit la nation. Une autre RDC est possible. Nous sommes en République démocratique du Congo, pays d'opportunités, pays riche et parmi les pays enviés dans le monde de la RDC. Dieu nous a donné plusieurs richesses que tous les pays du monde envient. Ces richesses, c'est aussi une malédiction pour la paix du peuple congolais, de la population ou des Congolais. Face à toutes ces questions très questionnantes, aujourd'hui, nous sommes déplacés pour aller chercher celui qui peut nous aider à répondre aux questions très questionnantes de l'opinion face aux questions majeures. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, il y a la question de migrants en République démocratique du Congo. Les gens se posent mille et une questions. Comment la RDC, un pays agressé, peut accepter que certains citoyens du monde puissent venir habiter chez lui du moment que lui-même est en train de chercher la paix? La question également de l'insécurité, on en parle parce qu'il y a ceux qui pensent le phénomène Kuluna, ces phénomènes, on n'arrive pas à maîtriser ces phénomènes en République démocratique du Congo tout simplement parce qu'il y a peut-être un manque de compétences de ceux qui dirigent les secteurs liés à la sécurité de la République démocratique du Congo. La question économique, peut-être on peut également en parler, mais parmi les questions qui divisent la population congolaise ou la classe politique, c'est la question de la révision ou changement de la Constitution. On va en parler. Quelle est la place qu'occupent les Banyamulenge en République démocratique du Congo? Est-ce un peuple vulnérable? Est-ce que c'est une minorité maltraitée par les régimes Tshisekedi? Récemment, vous avez vu aux États-Unis, ils ont quand même marché pour dire Tshisekedi est en train de nous tuer. Face à toutes ces questions, nous avons pour vous un invité de marque. Il s'appelle Monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. Il fut le patron de la sécurité sous Zaïre avec le marshal Mobutu. C'est quelqu'un qui a occupé plusieurs postes. Il est une personnalité politique, une bibliothèque pour la classe politique congolaise. Il est ici avec nous, Monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. Soyez le bienvenu. Delphin, bonjour. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. D'entrée des jeux, la classe politique est divisée tout simplement parce qu'il y a ceux qui pensent réviser ou changer la Constitution. Présentement, c'est de donner des béquilles au président Tshisekedi. Quelles sont les circonstances qui peuvent pousser un pays à réviser sa Constitution ou à changer sa Constitution? Merci. Je pense qu'il est précoce d'affirmer que la classe politique est divisée. Actuellement, la classe politique a deux tendances au moins. Ceux qui sont pour la révision de la Constitution, le changement de la Constitution, et ceux qui sont pour le statu quo actuel. La division ne peut survenir qu'à l'état d'une décision
final. Par exemple, bon, lorsque l'autorité dit non, pour nous, on ne change pas de constitution, alors en ce moment-là, les écoles peuvent se radicaliser, hein, les tendances. Alors là, on peut parler de... Mais les circonstances pour lesquelles un État peut changer de constitution, ce sont les péripéties de l'histoire. En ce qui nous concerne, nous avons connu, à part les constitutions anciennes, nous avons connu la constitution actuelle née de Sun City. Sun City, dont il n'est plus secret pour personne que c'est les influences extérieures, les sponsors extérieurs qui menaient la barque. Et après 18 ans, plus de 18 ans d'expérience, on s'est rendu compte que tous les malheurs que nous vivons sont contenus dans cette constitution. Voilà pourquoi, pour changer cet esprit-là, on devrait pouvoir penser à avoir une autre constitution. Ça, c'est un. De deux, une constitution n'est pas que une vision politicienne des choses. C'est aussi une vision économique. Est-ce que nous avons intégré, ou pourquoi n'intégrons-nous pas les exigences économiques dans la perspective du développement du pays? À qui profite le changement de la Constitution, M. Ambassadeur Alain Toundou? Mais pratiquement à toute la nation congolaise. Il semble que c'est le président, parce que certains présidents les font pour demeurer au pouvoir. La Constitution sera ou ne sera pas changée, non pas en fonction de celui qui est au pouvoir. C'est en fonction de l'accessibilité de tous les Congolais qui remplissent les conditions d'y accéder. Je vous donne un exemple. Les Congolais de Brazzaville disent que la Constitution a changé par le président Sassou, a profité au président Sassou pour qu'il demeure au pouvoir. Le Rwandais les disent, quand Kagame change la Constitution, c'est pour lui. Les Ougandais disent, quand Museveni change, c'est pour lui. Mugabe, pas Mugabe, mais l'ancien président ou le président camerounais, c'est pour lui. Le président ivoirien, c'est pour lui. Il semble que quand un politique est au pouvoir, à un moment, il s'est dit il faut que je taille la Constitution, selon moi, pour que je demeure. Prenons cette hypothèse. Quelle est l'autorité qui peut changer les choses? Les maintenir comme telles ou changer? C'est le peuple. Lorsque vous voulez ne pas changer de constitution et qu'il y a une tendance forte pour changer la constitution, vous vous adressez au peuple par référendum pour qu'il se détermine, ou bien par rapport à la constitution à venir, ou bien par rapport à la constitution existante. Ceci dit, comparaison n'est pas raison. La Côte d'Ivoire est très loin d'ici, et elle a son histoire. Le Congo-Brazzaville a son histoire. L'Ouganda, le Cameroun, l'Ouganda ont leur histoire. Et le président de la République, le président Tshisekedi, n'est pas là pour répéter ce que les autres ont fait. Peut-être il est en train de les envier. Non, il veut devenir. Il n'a pas les envier. Il veut faire du Congo un royaume des Tshisekedistes. Non. Ça, ce sont des postures politiques qui cachent mal l'impréparation à des échéances futures. Lorsque vous n'êtes pas prêt, vous exigez un temps supplémentaire en incriminant celui qui est là et en disant j'accorde ceci, mais pourvu que moi-même... Mais les opposants sont prêts. J'ai suivi Sesanga qui a dit il est prêt. J'ai suivi... prêt à quoi? Prêt à quoi? Pour aller aux élections, il dit en 2028, pas un seul jour de plus pour Tshisekedi. Également, Faïlou l'a dit. Mais c'est vous les régimes. Vous n'êtes pas prêts parce que j'ai suivi le président de la CENI qui a dit présentement, il n'a pas de moyens. Les machines sont déjà foutues. Il faut des moyens pour acheter. Et la CENI est dans
l'incapacité d'organiser les élections en 2028. Donc, il ne faut pas dire que les opposants ne sont pas prêts. J'ai participé aux élections passées. Participé, assisté et voté. Le nombre de députés, des candidats présidents de la République que j'ai vus chez moi à Bumba, il n'y en avait pas 3, sur la masse. Et quand on voit le résultat après, eh bien, ce sont des résultats plutôt symboliques. Vous voulez dire quoi? Ce sont quelqu'un qui a 1%. Que voulez-vous? Je vous ai cité. Mais c'est la démocratie. Je vous ai cité les opposants majeurs. Pardon? Je vous ai cité les opposants majeurs. Dites-moi, donnez-moi le résultat qu'ils avaient. Le président Tshisekedi avait 73%. Les autres. Faïlou et Sessanga, vous pensez que c'était des mini-frétins? Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient des mini-frétins. Au regard des résultats obtenus, ils ne représentent pas, ils ne sont pas des représentants attitrés du peuple. Lorsque le président Tshisekedi gagne les élections, il gagne une prérogative fondamentale. C'est celui d'aimer, d'agir et même de souhaiter pour l'opinion. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait au bénéfice de l'ensemble de la nation dans tous les secteurs. Et donc, que moi je ne sois pas satisfait qu'il ait commencé par l'université de Kananga, ce sont des postures politiques. Il n'y a pas, là où il y a multiplicité, il y a une ordination. Alors, monsieur l'ambassadeur Alia Toundou, avant de passer à une autre question, je voulais savoir si réellement vous aimez la nation. Il y a des tendances. J'ai suivi Sessanga qui dit que le régime Tshisekedi est en train de tâtonner parce que ce régime teste la population. Vous avez commencé par l'article 217 de la Constitution qui parle que la RDC-PCD s'éterre au nom de l'unité africaine. C'était un motif pour que vous puissiez changer la Constitution. Vous voyez que ça n'a pas tenu. Maintenant, vous prenez l'article 5 de la Constitution qui parle de la souveraineté. Ça ne va pas aussi tenir parce que l'article 220 a tout verrouillé. Pensez-vous entre la souveraineté du peuple soulevée dans l'article 5 de la Constitution et le verrou qui est dans l'article 220, qu'est-ce qui prime? Est-ce que la souveraineté d'un peuple peut être cravatée dans une Constitution? Je n'ai même pas besoin de répondre, c'est vous qui avez donné la réponse pertinente. La souveraineté d'un peuple, j'allais dire, elle est souveraine. C'est-à-dire, c'est comme un cas de jurisprudence qui permet de renverser l'évolution du droit. Lorsque le peuple estime que pour telle raison, pourquoi nous avons connu le CNDP, le M23, le M23, la SCP aujourd'hui, et lorsqu'on va au fond des choses, on découvre non, c'est parce que c'était contenu dans notre Constitution. La Constitution, le peuple a le droit de changer. Donc la souveraineté peut charcuter l'ordre constitutionnel. Ne charcute pas. La souveraineté, c'est la base de l'ordre constitutionnel. La Constitution est faite sur la base de la souveraineté. Donc, ça c'est un. Mais l'élément qu'on sous-estime, et je ne sais pourquoi, c'est l'exigence économique de développement. Vous allez donner, je prends un exemple, vous allez donner au président 4 ans. Que peut-il faire en 4 ans dans notre situation actuelle? La première année, tant bien que mal, c'est le gouvernement, la formation du gouvernement. La dernière année, ce sont les préparatifs. Il lui reste 2 ans. Dans les 2 ans, il y a, prenons le meilleur des cas, il y a 1 an de faisabilité d'un projet quelconque. Prenons le métro King. Bon. Après, la deuxième année, c'est peut-être le début. Monsieur l'ambassadeur, cet exemple est déjà archaïque parce que nous avons... C'est pas un exemple archaïque. Aux États-Unis, 4 ans. Donc si là-bas on fait 4 ans, vous avez 5 ans. Donc il ne faut pas dire que... Pouvez-vous comparer l'état actuel de développement des États-Unis
à l'état actuel des exigences de développement de la République. Vous êtes trop démocratique du plaintif, Congo. là. Pardon? Vous êtes trop plaintif avec le Je ne gouvernement. suis pas principe. Je suis pas Plaintif. Je ne me plains pas, mais je constate. Mais 5 ans, c'est déjà beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup. Non, la valeur stratégique de temps n'est pas le même. Alors, Je donne souvent cet exemple. Le Premier ministre Matata et le président Hollande avaient commencé en même temps. 3 mois après, le président Hollande présentait le bilan de ses 100 jours. 6 mois après, le Premier ministre Matata avait à peine terminé la réhabilitation de son bureau. Alors comment? Alors, monsieur l'ambassadeur Ali Atundu, on prend une autre question parce que vous étiez ambassadeur au Rwanda et nous avons suivi, ces gens se disent, des Banyamulenge, ils ont marché aux États-Unis en train de demander que le président Tshisekedi, que vous aimez beaucoup, qu'il quitte tout simplement parce que selon eux, le président Tshisekedi est en train de les bombarder un peu partout, à Minembwe et autres. Pensez-vous que leur... Bombarder qui? Les Banyamulenge, qu'eux estiment qu'ils ne sont pas bien considérés en RDC, ils sont maltraités, ils sont vulnérables. Ils veulent que les États-Unis puissent peser afin que Tshisekedi quitte, parce que Tshisekedi, selon eux, c'est un tueur. Est-ce, pensez-vous, que leur réclamation a des bases? Non, ça c'est une posture politique, c'est une prestidigitation. Vous dites Une prestidigitation, c'est-à-dire des manipulations habiles qui donnent l'impression de voir la réalité. Le peuple congolais Non, qui réclame, vous dites que les Banyamulenge sont manipulés. Dans notre pays, nous avons, je ne sais pas, 300, plus de 400 et quelques... plus de 400 ethnies. 450. Bon, je me souviens, lorsque nous étions jeunes ici, à Kinshasa, qu'est-ce qu'on disait? Les Bayaka ont fait ceci, les Bayaka ont fait cela, au point qu'il y a eu un principe qui dit Moyaka Sali Likambo, Bayaka Nyoso, Bazamabe. Donc, il ne s'agit pas d'une Mouyaka Moko a fait une Bayaka Nyoso. Je ne vois pas la particularité, disons, la méchanceté, si je puis ainsi m'exprimer, particulière du président Tshisekedi vis-à-vis des Banyamulenge. Mais la représentation d'un groupe ethnique, c'est aussi en fonction de leur présence dans le gouvernement. Ils en ont. Oui, il y a Alexis Guissaro qui est là. Il y a dans les institutions, l'armée, la police, il y en a. Ils doivent assumer leur situation. Ils ne dépendent pas du Rwanda. Ils dépendent de Tshisekedi. Mais les Rwandais, vous avez suivi le président Kagame qui défend les Banyamulenge, qui justifie sa présence en RDC pour défendre ces peuples qui sont meurtris, tués par Tshisekedi. C'est ce que Kagame dit. Vous avez suivi même Joseph Kabila qui a dit que ces gens doivent être protégés. Et le président kenyan aussi, il avait dit, Uhuru Kenyatta, vous êtes les seuls qui pensent que ces peuples ils sont dans de bonnes conditions. Nous, les Congolais, le président Tshisekedi a donné son avis sur ce qui se passe au Kenya, entre les différentes tribus. Je crois que c'est les Luo et tout ça qui étaient opprimés, etc. Bon, c'est un problème interne de souveraineté. Ici, la situation des Banyamulenge, prétendument, est-elle meilleure ou pire que la situation lors des sécessions? Les Baluba, les Kananga, etc. Non. Nous devons savoir que nous sommes sur la terre des hommes et pour vivre sur la terre des hommes, il faut faire du sacrifice, il faut faire des engagements pertinents. Aucun chef d'État ne défendra les autochtones de ce pays comme les siens. Nous sommes à côté de Brazzaville. Mais avez-vous entendu le président Lissouba, le président Sassou dire « Mais moi je viens pour les Bakongo, moi je viens pour les Bangala ».
c'est de la souveraineté de la République. Il faut avoir un peu de maturité. Cette tentative de falsification de l'histoire, mais ça ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ignore que la République démocratique du Congo, de Kasavubu et de Lumumba avait accueilli les Tutsis. Je me rappelle, c'était à votre époque avec Mobutu, mais laissez-moi vous poser cette question, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, parce que c'est sous votre gestion avec Mobutu. Il y avait l'ancien directeur des cabinets de Mobutu qui avait influencé à ce que ces gens, auparavant, on les appelait les Banyarwanda, que ces gens prennent la nationalité collective. Les Banyarwanda étaient une population reconnue comme provenant du Rwanda. Mais c'est eux qui ont bénéficié à cette... Les Banyamulenge, historiquement, ce sont des réfugiés qui ont bénéficié de la nationalité collective accordée sous Mobutu. Au départ, c'était des réfugiés. Oui. Donc, ils venaient du Rwanda. Oui. Donc, ce sont des Rwandais, mais ils ont obtenu la nationalité congolaise. Oui, ils ont acquis la nationalité par ces décrets-là à l'époque, décrets ou lois. Oui, qu'on appelait Bisengimana. Bisengimana. Oui. Donc, ils sont chez nous, mais ils sont d'origine rwandaise. Comme vous dites. Comme vous dites. Alors, mais il faut être suffisamment honnête pour ne pas vouloir créer de la confusion dans l'histoire. J'ai beaucoup apprécié l'interview de notre grand artiste Nyoka Longo. Il a dit « Je ne peux pas régner l'origine de mes parents. Ils sont angolais, de père et de mère. » C'est une chose. Mais lui, en tant qu'artiste, il peut avoir opté pour la nationalité congolaise. Il ne doit pas renier leurs origines. Vous pensez qu'eux sont en train de renier les Banyamulenge? Ils sont en train de renier leur nationalité d'origine. Ils sont en train de camoufler la réalité historique. Mais il semble que leur réclamation est légale parce que si vous lisez notre constitution dans son article 51, on dit que l'État a le droit de protéger la minorité ou un peuple vulnérable. Est-ce que les Banyamulenge sont vulnérables? La situation qui s'est passée à l'Équateur, entre les Banyélés et les autres, la situation qui s'est passée dans la Mongala, entre les tribus voisines, ça ne fragilise pas les gens. Mais nous avons des moyens constitutionnels, des moyens institutionnels pour canaliser nos frustrations, pour canaliser nos demandes. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, allez, je prends un exemple d'histoire. Mobutu est parti, que le président Sassou dit ah bon, le fait qu'un Mongala est parti, je dois combattre Mouzé, je dois combattre le président Kabila Joseph, je dois combattre Tshisekedi. Non. Il faut avoir du respect pour la souveraineté d'autrui, parce que c'est la base de la considération. Alors, c'est la base de la considération, mais je voulais quand même, parce que vous êtes un expert, quelqu'un qui a géré la sécurité de la République démocratique du Congo, une question directe. Il y a un député qui a déposé une motion de défiance à l'Assemblée nationale qui dit le VPM de l'intérieur, il est incompétent, il n'arrive pas à sécuriser le peuple congolais, tout simplement parce qu'il y a quelques cas de braquage dans la ville-province de Kinshasa. Une question directe. À qui revient la responsabilité de sécuriser le peuple congolais? Ben, elle est commune. J'allais dire, elle est nationale. Les institutions sont habilitées, mais le simple citoyen aussi, par sa vigilance, contribue à cette sécurité-là. C'est ainsi que lorsqu'il y a un coup quelque part, on commence par fouiller. Est-ce que le fouillard n'est pas hébergé quelque part, etc. C'est de la responsabilité de tout le monde. Mais de là à donner un jugement péremptoire du genre un monsieur
il est incompétent. VPM Jacquemain Chabani, selon ce qu'il a dit. Qu'il est incompétent. Mais dans quel domaine? Parce que si vous voulez parler de l'incompétence en tant que ministre, mais il n'est que le chapeau. Il y a la police, hein? Il y a la police, la police, il y a les autorités civiles, ne serait-ce que ces deux-là, sans compter les autorités militaires. Il est responsable de quoi? Lorsque les militaires attaquent un simple citoyen, qui est responsable? C'est le VPM de l'intérieur, c'est le VPM de la défense, c'est le chef de la police, c'est le chef de l'armée. Il semble que c'est lui qui gère la sécurité, il gère tous les services de l'intelligence. Oui, c'est une grande responsabilité. Il doit anticiper, il semble. C'est une grande responsabilité. Oui, et cette responsabilité participe justement à l'anticipation. Mais les moyens préconisés pour anticiper sont-ils disponibles? Mais c'est la question. C'est ça, non, est-ce qu'il peut bien faire son travail s'il n'a pas de moyens? C'est la question que je vous pose et que nous nous posons. Est-ce que les moyens mis à la disposition du VPM tel sont capables de l'aider à atteindre un résultat? Il semble que Jacquemain Chabani n'a pas de moyens. D'ailleurs, pour votre information, le ministère de l'Intérieur n'a même pas la dotation et sa ligne budgétaire est en train de souffrir. Il semble que le ministre ne donne pas trop, mais on l'exige quand même à donner des résultats. Est-ce que ce n'est pas demander à un cadavre de chanter? Non, ça c'est une posture politique. C'est une posture politique et je pense qu'il faudrait approfondir les raisons de cette, disons, incompétence. C'est quoi ça, l'incompétence? C'est l'inefficacité, c'est la paresse, c'est l'incompréhension. C'est quoi? Alors quand il dit « Monsieur Delphin est incompétent », vous ne savez pas parler français? Vous ne savez pas conduire votre émission? Ou vous ne savez pas conclure? Donc je pense que pour des problèmes aussi sérieux que la sécurité du peuple congolais et de ses biens, il faudrait se passer des postures politiques. Que cela repose. Parce qu'il va de l'intérêt de tout le monde. Si il s'avère que le Premier ministre est incompétent, c'est de l'intérêt de tout le monde qu'il parte. Mais si c'est seulement pour dire que, voilà, il a eu son compte, ce n'est pas une raison moralement acceptable, ni politiquement d'ailleurs. Donc pour vous, le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani est en train de faire son travail, mais vous vous posez des questions, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Non, il est en train de faire son travail. Vous savez, il y a un sage qui a dit à peu près ceci, que il faut être d'une grande maturité et d'une grande ouverture d'esprit pour accepter les points de vue, pour entendre les points de vue que vous n'acceptez pas. Vous dites, le président, le VPM est incompétent, oui, on l'enlève, on vous met à la place, qu'est-ce que vous allez faire? Merci. Changer du jour au lendemain? Merci, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou. Moi, comme journaliste, je finais, j'ai vu que le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est en train de faire un travail, mais la meilleure question qui mérite d'être posée, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Il semble qu'il n'a pas de moyens. Le ministère de l'Intérieur est en train de souffrir, mais Jacquemain a quand même fait des réformes. Puis, tous les changements n'interviennent pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il faut qu'on lui laisse d'abord le temps de travailler. Non, c'est un processus. S'il appelle par exemple les états-majors, les états généraux de la police, les décisions prises aujourd'hui ne s'appliquent pas immédiatement. Okay. Il faut un certain processus, dans le temps, etc. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, on est en train de chuter, mais monsieur l'ambassadeur, vous êtes des lignons sacrés, mais quand même, j'ai suivi l'opposant, un ancien tissérédiste, Jean-Marc Abound,
qui a attaqué viscéralement les chefs de l'État en disant ça servirait à rien de construire les universités à l'espace Grand Kassai, il faudrait plutôt donner la nourriture à manger parce qu'il y a un peuple affamé là-bas. Mais une question entre le ventre et la connaissance, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier? Les deux. Comme dirait la publicité, il faut privilégier les deux. Ce n'est pas parce que le président Tshisekedi a construit les universités Kananga, Mbujimaï, qu'il a privé le peuple congolais de sa capacité de produire et de s'autosuffire. Il y a même les services nationaux qui pompent la maïs dans là-bas. la gestion de l'État, il y a ce qu'on appelle le budget. Et les budgets affectent des domaines précis. Parce que si vous prenez le budget convenu pour les transports de la population, vous le mettez à la disposition de l'agriculture, c'est ce qu'on appelle aussi le détournement. Donc, mais je pense que notre frère Jean-Marc Kabound devrait beaucoup réfléchir. Ça me donne l'impression qu'il n'a pas entendu Mandela, qui a dit que la meilleure façon de se libérer, c'est de s'éduquer. La meilleure façon de se libérer, c'est de s'éduquer. Et un pays ne peut pas se développer sous une seule filière. Vous voulez dire quoi? Non. Vous devez avoir des gens qui écrivent sur le droit, des gens qui écrivent sur la littérature, des gens qui font l'histoire, des gens qui font la technique, des gens qui font etc. Il faut qu'il y ait un concours de plusieurs axes. Une synergie de toutes les activités Des efforts pour promouvoir un développement global de la nation. Mais quand Jean-Marc Kabound vous dit que si vous ne voulez pas les dialogues, donc ils vont passer à la 4e République sans Tshisekedi, sans vous. Est-ce que c'est une menace? Il est responsable de ce qu'il dit, mais comment pourrait-il passer à la 4e République sans nous? À moins qu'il ne fasse un coup d'État, à moins qu'il ne fasse triompher la rébellion. Mais les Lamuka, le porte-parole de Lamuka, Prince Epenge, a dit cela. Si Tshisekedi ne veut pas le dialogue, il y aura les dialogues sans lui. Si j'ai suivi Nanga qui a dit si Tshisekedi ne veut pas les dialogues, il y aura les dialogues sans lui. Jean-Marc Kabound relaye ça. J'ai suivi l'ancien président Joseph Kabila aussi aller dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas déjà un message, quelque chose qui est préparé, que vous négligez? Non. On ne peut pas négliger ce genre de message, mais on essaie de comprendre l'idéologie. Lorsque vous prenez Nanga, vous prenez l'ancien président Kabila, vous prenez Kabound, il y a comme une filière idéologique qui se dessine. Ce sont les gens d'un même camp. Okay. Et les autres. N'avons-nous pas le droit de penser autrement que un dialogue, un changement de constitution a toujours 2 étapes. L'étape de discussion et l'étape de formalisation. Je ne peux pas interdire aujourd'hui à celui qui pense qu'il faut maintenir la constitution de ne pas le faire parce que moi, je suis d'avis qu'il faut changer de constitution. Les résultats viendront aux urnes. C'est tout. Alors, il faut éviter cette intolérance démocratique et politique vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme vous. Vous pensez que les opposants sont intolérants? Le président de la République est responsable de l'égalité de traitement. Il doit veiller à ce que les gens qui disent qu'il faut changer la constitution, qu'ils s'expriment. Selon l'article les gens qui disent 69 qu'il ne faut pas faire la constitution, qu'ils s'expriment aussi. Alors, monsieur l'ambassadeur, il nous reste 2 minutes. La dernière question. Nous avons vu la fille de notre héros, Juliana Lumumba, postuler pour être président de l'OIF, donc l'Organisation de la francophonie. Il y a quand même certaines personnes qui disent qu'elle n'a pas cette capacité parce qu'il y a eu un passage à vide. Elle était vice-ministre de la culture sous Mobutu, il semble, ou Mouzé. Sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila. Alors, est-ce que pensez-vous
Ça veut dire quoi? Qu'elle répond au profil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on quitte une fonction, on perd toutes les qualités qu'on avait. Bon, il semble que c'était un passage à vide. Il a quitté une fonction. Elle était passée inaperçue. Il a quitté une fonction, il garde toutes les qualités et tout l'engouement. Et la preuve, c'est cette tournée qu'elle est en train d'effectuer. Il semble que Mushikiwabo, la candidate rwandaise, elle est plus outillée qu'elle. Mais ça, c'est une autre paire de manches. La chose la plus sincère, c'est d'aider et d'accompagner la ministre Juliana Lumumba dans la confection de l'argumentation, où le rôle et l'avenir de la francophonie au Congo doit être mis en exergue. Aujourd'hui, le Congo, c'est quand même 100 millions, mais n'importe qui, vous allez, il va vous dire dans n'importe quelle langue, ça veut dire quoi? Donc ça signifie qu'il y a beaucoup de locuteurs de français ici chez nous. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais il faut agir sur la France. La France, pourquoi? Parce que lorsque Madame la secrétaire générale a été élue, c'était à cause de la France. Mushikiwabo. Donc, c'était à cause de la France. Aujourd'hui, il appartient à la France de redresser un peu la barre. D'abord, de promouvoir un État qui a un fort potentiel de développement de la francophonie. 2, de promouvoir un État qui, de ce fait, met à disposition ses potentiels économiques et culturels. Ce sont des éléments importants. Qui gagne la RDC en devenant, en alignant Madame Juliana Lumumba à la francophonie? Parce qu'il semble que plusieurs pays est en train de se désolidariser avec la France, parce que la France, selon plusieurs analystes, n'a jamais été sincère avec des pays membres de la francophonie. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que Kagame nous tue, mais la France avait fermé les yeux. Est-ce qu'en étant là-bas comme secrétaire, pensez-vous qu'il y aura une influence positive pour la RDC? Je peux vous répondre par une question. Pensez-vous que Madame la secrétaire générale n'a pas aidé le Rwanda? Je vous donne un exemple. Alors qu'elle était tenue d'être là pendant les Jeux de la francophonie, elle n'était pas là pour soutenir le président Kagame. Parce qu'il y a l'insécurité ici, votre pays n'est pas organisé. Il n'y a pas d'insécurité. Selon eux. Jamais. Jamais il n'y a pas cette insécurité-là. Une autorité internationale arrive, c'est de la responsabilité de la République de la protéger. Donc, ça c'est un. De deux, nous étions nombreux ici de Congolais à dire que le Congo, la République, n'a pas de politique d'occupation de postes d'intérêt international, disons. Mais aujourd'hui, nous plaçons un de nos enfants en position d'occuper la place du secrétaire général, que nous reprochons. Est-ce que le casting est bien fait? Parce que il y a ceux qui pensent, vous profitez seulement de ces noms historiques de Lumumba, mais la candidate, elle est vide. Elle est vide sur le plan diplomatique. Il semble qu'elle n'a jamais prouvé de quoi elle était capable. Est-ce que c'est bien réfléchi, M. Atundou? Son père est ce qu'il fut et ce qu'il est. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Juliana Lumumba va à Moscou, elle sera traitée comme vous et moi? Non, elle bénéficie de l'aura de son père. Est-ce qu'elle, la personne, mais c'est ça que je dis. Elle a ses atouts? Mais c'est ça que je dis. Elle a des atouts. Elle a été ministre de la Culture. Elle a donné son programme. Mais c'est à nous d'enrichir ce programme-là. C'est à nous de l'enrichir. Parce que, par exemple, on n'a pas trop insisté sur le potentiel de développement de la francophonie par le fait de nos populations. Ça, c'est un élément important. Sur la valeur d'entraînement. Nous sommes 100 millions. Mais 100 millions, d'accord, mais quel entraînement aujourd'hui?
Mais si aujourd'hui nous disons, bon, nous ne nous en occupons pas, nous parlons l'anglais, etc., mais ça va faire un effet de boomerang sur les autres. Or, le Rwanda, c'est l'opération qu'elle a faite. Elle a travaillé contre la francophonie et pour, je ne sais pourquoi, eh bien, elle a réussi à mettre son homme ou sa femme dans ce poste aussi prestigieux. Donc le Rwanda devient votre modèle. Pardon? Le Rwanda devient votre modèle. Tout ce que le Rwanda fait, la RDC est en train de copier alors. Non. Le Rwanda n'est pas un modèle. Pour y avoir été, je sais que le Rwanda ne peut pas être un modèle pour le Congo. D'abord par la dimension. Le Rwanda, c'est moins que la GKM. La dimension du Rwanda, c'est moins que la GKM. Mais la grandeur d'un pays, ce n'est pas l'espace. Non. Savoir un président fort, un leader, une personne qui a la vision. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les pays plus petits au monde, mais ils sont quand même forts. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un, un président fort, qui a une idée forte, c'est de condamner l'agression rwandaise. Il a eu à parcourir le monde et les chefs pour imposer cela. Vous avez condamné, est-ce que la guerre a fini? Est-ce que nous avons la cessation des hostilités? Une guerre, en réalité, ne se termine qu'autour d'une table. Une guerre. Mais en attendant, il faut continuer à se battre pour avoir une place prépondérante autour de la table. Alors, monsieur l'ambassadeur Atundu, nous chutons parce que vous dites que le Rwanda, ce n'est pas un pays fort, ce n'est pas un pays qui a un président leader. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas comparer le Rwanda au Congo. Non, mais Ambongo l'a fait. Le Congo, les cardinal Ambongo l'a fait, s'il vous plaît. J'ai fini. Le cardinal Ambongo l'a fait. Il était au Rwanda. Il a dit que le Rwanda, c'est un bon pays. Le Rwanda a un président fort et un président qui a le leadership confirmé. Mais le même Ambongo, je l'ai vu à Ituri dire quand même, l'Ituri est en train de se développer. Ambongo, vous l'avez enrôlé dans l'Union sacrée. Non. Moi, je ne voudrais pas personnaliser le débat. Si il a dit que le Rwanda avait un leadership, qu'il avait ceci, mais c'était en fonction de la situation du Rwanda. Le Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda, c'est une particule du Kivu. C'est une particule du Kivu. Parce que au-delà des montagnes de Kivu, les réalités sont différentes. Ah oui, les réalités sont différentes. Et il n'y a aucun rapport entre le Rwandais et le Mungwandi du Congo et le Centrafricain. Il n'y a aucun rapport. Donc je crois qu'il faut un peu de modestie dans l'estime que l'on a de soi-même. Oui, on peut dire que oui, le président Kagame, il dirige son pays avec ceci, avec cela. Mais il ne faut pas ignorer que ce faisant, il bafoue la démocratie. Il bafoue la démocratie. Et qu'en réalité, les bénéficiaires, ce ne sont pas tant le peuple rwandais que les expatriés qui arrivent, qui habitent les immeubles. Mais vous allez au village, c'est le village. Merci, monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. Regardez la caméra. Je voulais d'abord savoir, parce que vous étiez également avec Mosé Laurent Désiré Kabila, mais sous le président Félix Tshisekedi, vous voyez quand même le service national en train d'évoluer. Je vous donne une information, le service national est en train de faire une usine ici en Télé pour avoir nos tenues, en écoutant le lieutenant général Kasson Kaboué qui avait dit un grand pays comme la RDC ne peut pas toujours acheter les tenues militaires en dehors du pays, du moment que nous avons tout ce qu'il faut ici pour fabriquer nos tenues ici. Pensez-vous que c'est un symbole de la souveraineté que le service national puisse faire les tenues des militaires ici en République démocratique du Congo? La souveraineté est une quête permanente. Une quête permanente. Le fait d'avoir le port de Matadi, de Mwanda, c'est en quête de souveraineté. Les bateaux viendraient chez nous au lieu d'aller à Pointe-Noire, etc. Mais c'est normal. Si aujourd'hui,
les autorités nationales décident que les tenues doivent se fabriquer ici, il faut que les tenues se fabriquent ici à partir des matières premières, soit d'ici, soit importées, dont on ferait la façon ici. Donc c'est une fierté avoir un service national qui réalise des choses comme ça. C'est une satisfaction. C'est une satisfaction que nous ayons enfin compris certaines choses. Il n'y a pas que de ce côté-là. Il n'y a pas que de ce côté-là. On peut fabriquer des drones. Des drones? Oui, on peut fabriquer des drones. Allez à l'ISTIA. On peut fabriquer des drones. Donc le service national a une mission aussi très large parce que on peut... D'abord, il faut noter que le service national est le symbole de la continuité de l'État. Ça a commencé avec Mosè, et puis ça continue avec Tshisekedi. Dans le même esprit et en vue d'améliorer la situation. Donc ça, il faut le reconnaître. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit que le peuple congolais retienne quoi? Non. Le message est et reste le même. Nous devons tous nous réunir autour du président Tshisekedi qui a la conduite, le mandat de la conduite des affaires de l'État. Parce qu'un pays ne peut pas avoir deux dirigeants. Et donc, c'est là. Deuxièmement, nous devons l'aider à mettre hors d'état de nuire les Rwandais et les rebelles pour créer les conditions éventuelles d'un dialogue sans arrogance sociale ou politique. Ça, c'est très important. Et enfin, que le peuple congolais se rende compte que oui, nous ne sommes pas sur la terre des hommes, nous sommes sur la terre des hommes, nous ne sommes pas au paradis, et que nous devons faire un effort pour contribuer. Et je crois qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même des domaines où le président a fait des efforts. Ne serait-ce que l'enseignement de Kananga et ici, à l'université unique, à l'IPR. Il a réhabilité, il a, construit aussi. Le drame, c'est que le Congo est trop grand pour les gens qui ont un petit esprit. Les gens qui ont un petit esprit trouvent le Congo trop grand. C'est un engagement que le président a pris. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Il n'a pas dit je vais terminer ça à la fin. Non. Donc pour vous, vous pensez que le chef de l'État doit continuer sa mission? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je sais que le président a un mandat qu'il met à la disposition de sa vision, qu'on appelle sa mission. Eh bien, s'il veut continuer, c'est soit de désigner quelqu'un pour continuer, soit, si les circonstances le permettent, de continuer tout seul. C'est tout. Il ne faut pas être victime de ceux qui pensent que le pays ne peut aller mieux que quand ils sont là. On les a vus à l'œuvre ici. On les a vus à l'œuvre. Il y a dans une province, une grande province d'antan, on disait qu'on ne pouvait même pas vendre des cacahuètes sans intéresser le gouverneur. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi a libéralisé toutes ces activités. Il faut quand même le lui reconnaître, il faut le soutenir. Absolument. Donc il a encore des choses à faire. Mais il n'aura plus rien à faire le jour où il va descendre dans la terre de nos ancêtres. Tant qu'il est vivant, il aura quelque chose à faire. Merci. Il sera toujours une référence pour le pays. Merci, monsieur l'ambassadeur Alain Atundu. Vous l'avez compris, l'homme a parlé, il a répondu à toutes ces questions très questionnantes. J'espère que vous avez compris concernant la présentation de notre candidat, notre candidat Juliana Lumumba à l'OIF. Donc, comme monsieur l'ambassadeur a dit, elle a les atouts, elle peut aider la République parce que
De l'autre côté aussi, celle qui avait porté les tickets du Rwanda, elle a aussi aidé le Rwanda d'une manière ou d'une autre. Donc la RDC peut aussi profiter de la candidature de Juliana Lumumba. Concernant d'autres questions, vous avez suivi Monsieur l'ambassadeur, il était clair comme l'eau des roches, mais il continue à soutenir et à dire que le changement ou la révision de la Constitution, c'est des droits octroyés au peuple souverain. Un peuple souverain a tous les atouts. On ne peut pas emprisonner le peuple souverain à décider sur son avenir. Merci et restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous et notre RDC est possible. Au revoir. Dans un monde où les décisions façonnent notre avenir, dans un pays riche d'espoir, de talent et d'ambition, une voix s'élève, un regard analyse, un fauteuil devient le centre du débat. Bienvenue dans Fauteuil rouge, présenté par Delphine Kassongo. Ici, les cadres, les directeurs généraux, les ministres, les députés et les grandes personnalités prennent place, non pas pour fuir les questions, mais pour y répondre. Dans un espace vert, symbole d'espoir et de renouveau, les idées s'affrontent, les vérités émergent, les responsabilités s'assument. Pour dire que la crise n'est pas politique. Si la crise était politique, effectivement, elle affecterait les cycles électoraux. Il y a des controverses à l'intérieur du pays, ça c'est un conflit interne, ça nous regarde nous, Congolais, mais aujourd'hui, dès lors qu'on est agressé par un pays étranger, il n'y a plus d'opposition. Politique, société, gouvernance, développement, un échange sans détour, une parole responsable, une vision constructive. La volonté du peuple, c'est quoi? C'est que Tshisekedi est chef de l'État. Il a un mandat de 5 ans. Si vous voulez le contester, contestez-le, mais vous ne pouvez pas l'enlever de là. Il faut attendre 5 ans jusqu'à ce que le peuple dise bon, maintenant, compte tenu de, je veux dire, M. Tshisekedi, vous ne continuez plus. À suivre sur toutes les plateformes, Fauteuil rouge. Parce que le dialogue construit la nation. Une autre RDC est possible.